Alors, Fred Savard avec vous pour ce 7e épisode. Et encore une fois, je suis en cavale. Je suis maintenant chez Mathieu Bellil. Bonjour, Fred. Et là, les gens, Comment vous avez manqué quelque chose. Ouais. Parce que ça fait 45 minutes qu'on s'astine Ouais. sur un sujet... Ah! Oh! Mathieu, le téléphone. Ben oui. Alors, on est chez Mathieu Bellil parce que je ne peux pas encore enregistrer à la maison. Puis franchement, j'y prends goût parce que grâce à mon petit appareil, ça change complètement. Je peux pas aller chercher parce que je suis en enregistrement. Et là, Mathieu prend son micro. Alors, il pourra aller chercher sa fille qui est abandonnée. Ah, OK, parfait. Bon, ben amuse-toi bien. OK, bye. Ben, on va le garder. Bon, alors, on a ma fille qui vient de m'appeler pour me dire qu'elle a la brigade culinaire. Ah! Donc, elle va faire de la cuisine à l'école. C'est bien fun. Hein? Donc, elle rentre pas tout de suite. Elle rentre pas tout de suite. Donc, Bon. on va être tranquille. Il y a le chien qui est là. Bon, alors j'expliquais aux gens qu'avec ma petite enregistreuse, c'est magique parce que je pense que ça change le ton de la balado. Oui. Parce que là, on n'est pas dans le formel du luxueux studio de la balado. L'intimidant studio. Oui, qui est en train d'être désinfecté avec des produits chimiques. Mais on est chez vous. Et là, on a une petite discussion sur un livre d'une entrevue qui sera publiée bientôt de Francis Dupuy-Derry. Oui, c'est ça. On était en débat là-dessus, savoir est-ce que le point de vue de Francis Derry méritait... Sur l'université, panique à l'université. Mais bon, ça. c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Ouais, non. Parce que on vous a pas entendu encore. La première, c'est votre première chronique, saison 5. Oui, c'est un peu drôle parce qu'on a fini la saison 4 début septembre. Ouais, c'est ça. On a fait une belle pause. Vous avez fait une belle pause méritée. Électorale, oui. Oui, vous avez bien fait d'ailleurs parce que c'était Dieu. déprimant. Oui, oui. Et ça n'a pas changé Non, grand-chose. Sinon qu'on a renforcé les tendances qui étaient déjà là. Alors, on prend des nouvelles de nous. Encore aujourd'hui, 14e chronique intitulée des nouvelles de nous. Oui, alors vous êtes le baladiste errant. Et puis, je me suis dit que ça serait intéressant. Il n'y a pas de chanson? Il y a le Canadien errant. C'est ça. Écoutez, vous voyez, il y a du potentiel. Ça, c'est le 19e, hein? 19e siècle. Oui. On est au 19e siècle, Fred. C'est ça que je veux vous proposer. Je me suis dit, on parle beaucoup d'actualité depuis des années, puis j'avais envie d'être inactuel. Et je me suis dit que le mois de novembre, c'était parfait, peut-être à cause du jour du souvenir, des petits coquelicots, ou vrai. simplement parce que c'est un peu le temps des bilans avant la nouvelle année. Le novembre, c'est le mois de la mémoire. Moi, je trouve. Je trouve que c'est un beau mois. C'est peut-être à cause du jour des morts. Alors, j'ai envie de vous parler de livres anciens. Ah! Et d'ailleurs, j'en ai apporté quelques-uns. Je vous en ai sorti de ma collection. Hein. Alors, la dernière fois que j'ai vu d'aussi beaux livres anciens, c'était lors d'une soirée mondaine chez Denise Bombardier. Dans mon ancienne vie. Son époux, Jim, qui est un anglophone d'Angleterre, et collectionne les livres anciens. OK. Mais vous avez une Alors, collection? donc, vous êtes en train de dire que je suis comme Vous pourriez être l'amant de Denise Bombardier. J'ai déjà... Je voudrais pas être. Je pense que vous entendriez bien sur plusieurs sujets. En fait, elle m'a déjà invité, je pense. Puis j'ai dit non. Cela dit, c'est très gentil. Évidemment, comme chroniqueuse, elle est infréquentable, mais ce fut une soirée. C'est une personne en intéressante. Là, je raconterai ça un moment donné. C'est quelque chose. Intéressant. Ah oui, il y avait une burqa et un limoncello. J'en dis pas plus. Boy! OK. Alors, c'est ça, j'ai envie de vous parler de livres anciens. Et j'ai toutes sortes de titres en tête. Mais alors, je voudrais commencer aujourd'hui. Livres anciens, soyons précis. Oui, c'est ça. J'aimerais ça vous parler de livres québécois anciens. Donc, plus du 19e siècle. On ne peut pas aller bien plus loin, là. Mais peut-être début 20e siècle. Des livres qui, je trouve, méritent le détour. Alors, le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un livre de la fin du 19e siècle d'un auteur qui, à l'époque, était considéré comme le Victor Hugo du Canada français. Alors, je ris, je devrais pas. Je sais pas pourquoi j'ai ri. Non, mais c'est parce que ça sonne drôle. Là. Dès qu'il y a un mot Canada français avec... Et Victor Hugo. Oui, c'est ça. Mais alors, je parle de Louis Fréchette. Ah! Louis Fréchette et son livre « Originaux et détraqués ». 12 types québécois. C'est le sous-titre. 12 types québécois. Alors, Originaux et détraqués, Fred, c'est un livre paru en 1892, ça fait 130 ans, qui propose en fait 12 portraits de personnages hauts en couleur, des marginaux, des sans-abri, des excentriques, des gens un peu... Qui ont existé? Oui, des sortes de fous, entre guillemets, si on peut, que l'auteur a connus, souvent personnellement, ou alors dont il a entendu parler ou témoigné dans sa jeunesse. J'ai acheté le livre à l'époque, parce qu'il est encore disponible. À quelle époque? En 1892? Ah non, ça doit faire peut-être 15-20 ans. OK. Bon, oui, c'est ça. Il est encore disponible. Oui, il est encore disponible. Il y avait eu une édition dans Boréal Compact. Oui, c'est ça. Je pense que c'était BQ, là. Oui, c'est ça. Et j'avais l'impression que c'était un peu des personnages de légende, donc qui n'avaient pas existé. Non. Ils ont existé. Ils ont existé. Et ça rend la chose intéressante. Alors, peut-être
Et puis, on va en parler, bien sûr, des personnages eux-mêmes. Oui. Si vous permettez, quelques mots peut-être sur Louis Fréchette. Ben oui. Alors, évidemment, Louis Fréchette, son histoire ressemble à celle de beaucoup d'écrivains québécois, origine modeste, père analphabète. C'est pas votre cas, ça? Non, mais non, pas vraiment. C'est aussi le cas de Gaston Miron. Hein. Jacques Brault, décédé récemment. Oui. Jacques Brault, grand poète québécois, peut-être le plus grand après Miron, qui disait de son père qu'il n'était pas un homme de peu de mots, mais un homme muet. Ah, mon Dieu. Quand même. Puis une coche en dessous. Oui, c'est une coche en dessous. Puis il y en a d'autres, hein, même les Bouchard, Gérard et Lucien, les pères aussi bons. Alors, les pères peu éduqués. Alors, formation... Alors, père... Serge Bouchard aussi. Ah oui? Ben, son père était chauffeur. OK, c'est ça. Tu sais, il y a comme un arrachement, il y a une rupture quand même entre quelqu'un qui devient un écrivain lettré, tout ça, puis un père ou une mère qui n'a pas connu ça. Bon, et alors, il faut aussi une formation en droit, ce qui est un peu un classique au 19e siècle. Je parle de Fréchette. Et c'était presque un prérequis à l'époque pour devenir écrivain, ou en tout cas, quand on était un écrivain québécois au 19e siècle, il fallait plus ou moins avoir fait faillite. Ah oui, et éventuellement même avoir vécu un exil. Alors, il y a quelque chose d'un peu romantique là-dedans. Oui, faillite et exil. C'est les clés pour réussir dans la littérature de l'époque, qu'on appelait évidemment la littérature canadienne. Oui, à l'époque, c'était pas québécois, mais on va employer le mot aujourd'hui pour que les gens comprennent bien. Alors, j'ai juste noté les quatre des grandes figures québécoises du 19e siècle. Alors, Philippe Aubert de Gaspé, père, qui a fait Les Anciens Canadiens, ce roman plus ou moins intéressant, mais en tout cas quand même. Oui. Alors, Aubert de Gaspé, père, dans son contexte, c'est quand même intéressant de noter qu'avant de devenir écrivain, il a fait faillite parce qu'il était pris dans une histoire de fraude. Je pense qu'il avait inventé faux monnayeur, c'est bon. Alors, il a fait faillite, il est allé en prison. Mais lui, c'est pas une famille qui avait beaucoup d'argent? C'est une famille, en fait, c'est les familles de vieux seigneurs d'avant la conquête, qui étaient un peu au 19e siècle des gens qui vivaient une sorte de déclin. Ah oui, OK. Parce que les Anglais ont d'abord maintenu les seigneuries, puis les droits seigneuriaux. On dit ça, oui, seigneuriaux. Puis, éventuellement, on les a abolis. Là, je n'ai pas vérifié, mais c'est pas un des ancêtres de Gaspé-Beaubien qui a fondé la ville de Chicago? Ou en tout cas, qui a été un des premiers? C'est une excellente question. Mais il me semble que oui. Une excellente question. Il faudrait aller vérifier ça. Allez-y, poursuivez. Mais en quoi qu'il en soit, alors, il a fait de la prison. Et j'ajoute, Fred, que son fils, Philippe Aubert de Gaspé, fils, et là, c'est très compliqué parce que le fils a écrit avant le père. Ça, Philippe Aubert de Gaspé, fils, en 1837-38, publie un livre. On va en parler. Je suis sûr que ça va être une chronique, évidemment, si les auditeurs et auditrices, et surtout mon patron, Fred Savard, trouve ça intéressant. Mais pour moi, ça résume toute l'étrangeté du Québec. Le fils publié avant le père. Alors, le fils a publié un livre et lui aussi est mort. Lui est mort en exil à Halifax, sans le sou. Alors, exil, faillite, je disais, c'est la recette pour écrire. Un autre exemple, lui, c'est le plus célèbre, c'est Octave Crémazie, qui avait une librairie de livres ecclésiastiques à Québec avec son frère Joseph, et qui a fait faillite au début des années 1860. Et l'histoire est quand même spectaculaire. Octave sait que les huissiers s'en viennent le lendemain. Il prend le train de Québec à New York dans la nuit, prend un bateau en France et il finit ses jours en exil et sous pseudonyme. Il va s'appeler Jules Fontaine avec un S. Et il va écrire des lettres à l'abbé Casgrain pour lui dire mon pays ne veut plus de moi, il va me laisser crever de faim, mon œuvre, ma grande œuvre, je ne l'écrirai jamais, il y a 2000 vers qui pourrissent dans mon cerveau, à quoi bon les en faire sortir, je suis mort à l'existence littéraire. Vous voyez, genre, c'était le fun. Et là, Fréchette, lui aussi, sa carrière écrivain commence par une faillite et un exil. Parce qu'après ses études de droit, il se lance dans le journalisme et l'édition et il crée coup sur coup 2 journaux. Il venait de Lévis, Saint-Joseph de Lévis en fait. Il vient de Lévis. Alors, je ne sais pas pourquoi 2 journaux, mais il en crée 2 en même temps. Mais c'est l'époque où il y a sa foisonne. C'est ça. On en a parlé avec Jonathan Verdois l'année passée. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a eu 600 journaux en circulation à cette époque-là. C'était à l'époque de la start-up journalistique. Les jeunes pousses. Alors, c'est ça, le drapeau des licornes. C'était oui, c'est ça. Le drapeau de Lévis et la tribune de Lévis, qui étaient 2 journaux qu'il lance, qui lui permettent de défendre ses idées libérales et anticléricales. Il était plutôt rouge, mais en même temps, il aimait bien flirter avec les bleus. C'est un ambigu. Okay. Il aimait
canadien-français, ça. Oui. L'ambiguïté... Oui, puis c'est un fluide aussi. Hein? Oui. Il aimait ça. Lui, il était bien partout. Alors, il était ami avec Casgrain. Oui. Et avec Crémazie, hein? Oui. Qu'il avait rencontré. Et d'ailleurs, Casgrain et Crémazie, qui l'ont rencontré quand il était tout jeune, il avait début de la vingtaine, disait que c'était le plus grand espoir de la littérature canadienne. Le problème, c'est que Fréchette ne s'occupe pas tellement de ses affaires, il est tellement pris dans ses poèmes et ses rêves de gloire qu'il fait faillite. Aidé en cela par la mauvaise presse que les curés lui font, parce qu'évidemment, c'est un rouge. Ouais, c'est ça. Et donc, après quelques tentatives de relance, il déclare faillite et il s'en va aux États-Unis, à Chicago, qui était dans tout. Voilà. Il s'en va à Chicago où il va travailler pour une entreprise de chemin de fer. Et là, c'est là qu'on pourrait dire, c'est à la fois touchant et comique parce que il est à Chicago, il travaille pour une entreprise de chemin de fer, et là, c'est à la fois comique et touchant. Il se met à imaginer qu'il est une sorte de Victor Hugo. Il faut comprendre qu'au début, dans les années 1850, Victor Hugo est parti en exil de la France parce que la France était sous le contrôle de Napoléon III, qui était le neveu, je pense, de Napoléon Bonaparte. Donc, la France est sous une forme de dictature. Et Hugo vit sur l'île de Jersey. Il regarde tous les soirs la France, hein, comme Philippe Couillard. De loin. Oui, c'est une sorte de paradis. Oui. Dans ce cas-là, c'était moins fiscal que poétique. Et là, et donc, Fréchette s'imagine qu'il est un peu comme Victor Hugo à Chicago, regardant le Canada, privé de ce pays qu'il aime. Et d'ailleurs, il va faire son premier grand livre quand il est là-bas. Alors, c'est pas vrai, il en fait un premier qui s'appelait « Mes loisirs ». Quel titre, hein? Alors, mais il en fait un deuxième qui s'appelle « La voix d'un exilé », 1866. Et c'est un long pamphlet rimé contre la Confédération. Ah, mon Dieu! Et qui copie tout à fait le style des Châtiments de Victor Hugo, qui est un livre paru une dizaine d'années avant, en 1953. Alors, oui, Fred, vous avez bien entendu, un long pamphlet contre le Canada. C'est peut-être de là, d'ailleurs, que vient l'engagement politique du rappeur Biz, de Loco Locas, dont le nom de naissance, vous le savez, est Sébastien Fréchette. C'est vrai! Il est de la famille lointaine de Louis Fréchette. Alors, il se serait peut-être bien entendu. Alors, ce livre-là en lui-même n'est pas très intéressant, franchement, des débats sur McDonald's, Cartier et tout ça. Est-ce que Louis Fréchette portait des tuques rigolotes? Je sais pas. Et je sais pas non plus s'il s'était trouvé un petit surnom comme Chaz ou... Lose. Bon. Bref, il revient finalement des États-Unis, s'installe à nouveau à Québec, dans la région de Québec. Il se lance en politique et est élu assez facilement sous la bannière libérale à Ottawa comme député de Lévis. À l'époque, il disait en fait que quand les gens revenaient des États-Unis, tout le monde, il y avait comme une aura autour d'eux. Tu sais, un Canadien français revenant des États-Unis, d'abord, on se disait, il est riche. Oui. OK? Puis de deux, il est revenu. On l'aime. Il est avec nous. Et donc, tout ça fait en sorte que... Alors, il fait un mandat, et puis après ce mandat-là, il se marie, finalement, à 36 ans. Il a attendu un peu. Oui. Mais, alors, c'est bien. Il ne faut pas se marier trop tôt. Non, c'est ça. Il faut quand même se laisser le temps de vivre, puis vivre quelques exils et quelques faillites. Et alors, il marie Emma Baudry, qui est issue d'une riche famille. Elle est d'ailleurs la cousine du futur premier ministre de l'époque, Honoré Mercier. Ah. Donc, Fréchette entre dans des cercles. C'est un petit milieu. Hein? C'est un tout petit milieu. Et en plus, Fréchette reçoit un riche héritage de sa tante, ce qui n'est pas à dédaigner. On aime toujours ça, hein? Une tante qui nous lègue. Bref, pension de député, riche héritage, mariage profitable. Oui. Il va faire tout le reste de sa vie à écrire et à élever les 5 enfants qu'il aura avec Emma. Et il mène des combats politiques contre le clergé, la monarchie, continue de se battre contre le Canada, c'est un peu particulier. Tout en étant député fédéral. À Ottawa, c'est drôle, hein? Ça ressemble à le bloc. Hein? C'est pas nouveau, vous voyez. Bref, et quand même, il faut le dire, Fréchette, c'est quelqu'un qui, dans les années 1880, va vraiment atteindre la gloire. 1880, il reçoit un prix de l'Académie française. Littéraire? Oui. Ah oui? Oui, parce que la carrière politique, elle n'a pas vraiment marché tant que ça. Il reçoit un prix de l'Académie française pour un recueil intitulé Fleurs boréales. Il se rend à Paris. Il rencontre son idole, Victor Hugo, qui à cette époque-là a 78 ans, je pense, qui lui offre un entretien. Hein. Wow. Et c'est un peu l'adoubement, là, c'est le moment. Puis c'est quand même pas rien. Fréchette, c'est le premier Québécois à être publié en France. Quelques années plus tard, en 1887... C'est intéressant, ça. Oui. Il publie un livre à la maison qui s'appelait la Librairie Illustrée, une maison d'édition. À l'époque, souvent, les éditeurs et les libraires, ils étaient ensemble parce que c'était comme... on produisait le livre, on le vendait, bref. Ouais. Et il publie un livre qui s'appelle « La légende d'un peuple », qui, encore une fois, est une sorte de... Dans le fond,
Très inspiré de Victor Hugo, parce que Victor Hugo a fait la légende des siècles. Ah ouais. Et d'ailleurs, il y a des mauvaises langues. Hein. Il y en a souvent comme ça ici. Hein. Quand il y a des gens qui ont du succès en France, là, hein, on n'aime pas ça. Alors là, on dirait qu'ils plagièrent. Nanana. Bon, alors, bref, puis les gens d'un peuple qui raconte, dans le fond, l'aventure française dans le Nouveau Monde. Et, repris par Alexandre Béliard. Ben oui, d'ailleurs, c'est ça, oui, la légende d'un peuple. Hein, c'est des spectacles. Oui. Il en a fait plusieurs, là, je pense. Là, c'est des livres maintenant, puis avec des personnages plus modernes. Mais oui, il a fait une tournée avec Salomé Leclerc et compagnie. Jean-Martin Hassan. C'est vrai. Qui jouait du clavier. Oh, wow, un claviériste de choix. Oui. Oui, puis alors, évidemment, ce livre-là, si vous l'ouvrez, il y a des c'est la poésie d'époque. C'est un petit peu empoulé, ça a un peu vieilli, mais c'est quand même, il faut le noter. Puis ça, Serge Bouchard, il aurait aimé ça. Je pense à lui parce que Bouchard, c'est quelqu'un qui pensait l'Amérique. Il n'a jamais pensé la présence française à l'échelle du Québec seulement. Pour lui, c'est comme s'il n'y avait pas de frontières. Tout à fait. C'est l'Amérique du Nord au complet. Oui. Puis Fréchette, c'est ça. C'est quelqu'un qui avait une ambition, qui disait « Je vais essayer de parler de l'Amérique en français. » Puis il y a des morceaux magnifiques. Est-ce que vous voulez que je vous en lise un? Oui, allez-y. Alors, je vais peut-être ajouter une petite musique. Oh, ça va être beau. Amérique, salut à toi, beau sol natal. Toi, la reine et l'orgueil du ciel occidental. Tu sortis vierge encore du sein des océans, fraîche et le sein baigné de lueurs éclatantes, qu'en secouant leurs flots de lianes flottantes, tes grands bois ténébreux, tout pleins d'oiseaux chanteurs, imprégnèrent les vents de leurs âcres senteurs, quand ton mouvant réseau d'aurores boréales révéla les splendeurs de tes nuits idéales, quand tes fleuves sans fin, quand tes montagnes neigeux, tes tropiques brûlants, tes pôles orageux montraient de loin leurs grandeurs infinies, Niagara grondant, blonde de Californie, Amérique, au contact de ta jeune beauté, on sentit reverdir la vieille humanité. Ah! Pas mal. On a perçu ce qu'aurait pu être le rappeur en vous. Oui. Si vous étiez peut-être un peu plus jeune. C'est ça. On n'était pas loin du slam. On n'était pas loin, c'est vrai. Mais c'est vrai que... On a tous un petit David Goudreau en nous. Hein? Ce qui est étonnant dans ce texte-là, c'est effectivement cette réflexion américaine. Oui, totalement. Puis en ce sens-là, c'est tout à fait dans la logique de quelqu'un comme François-Xavier Garneau, qui avait été un historien. Presque faillite, lui aussi. Il y a eu des gros problèmes financiers, mais c'est vrai. C'est vrai, très juste, très juste. Et qui pensait l'Amérique, pensait en termes vraiment américains ou nord-américains. Et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup d'historiens conservateurs lui ont reproché, c'est d'être trop ouvert. Il y a toujours ce débat au Québec. Passer vers la France. Sommes-nous plus vers la France ou plus vers les États-Unis? Puis ce débat-là n'est pas nouveau. Alors, voilà, c'était un morceau de Fréchette qui meurt quelques années plus tard, en 1908, d'une crise cardiaque, à 69 ans, et qui va mourir, dans le fond, après avoir vécu une très belle vie. Dans la fin de sa vie, il publie des livres de légendes, il revient beaucoup sur son passé. Il est aussi président d'honneur de l'École littéraire de Montréal, qui va donner naissance à un certain Émile Nelligan. Ah oui. Donc, il a connu aussi ces écrivains-là. Et alors... Est-ce qu'on peut dire ces écrivains-là de la modernité? Oui, de la première modernité. Oui, on pourrait dire ça. Oui, tout à fait. Il est à cheval. Oui, Fréchette, en tout cas. Oui, il est vraiment à cheval parce que, dans le fond, c'est comme si chez lui, il y a comme deux tendances. Il y en a une qui est un peu récupérable par l'école plus conservatrice, mais il y a aussi, d'un autre côté, puis moi, je pense que Originaux détraqués fait partie de ça. C'est ce livre-là que je veux vous parler parce qu'il me semble que, à moi, lecteur et critique du 21e siècle, c'est ce qu'il a écrit de meilleur. Je trouve que ça a bien vieilli et que c'est intéressant et inspirant. C'est-à-dire qu'on lit ça et on se dit, tiens, est-ce que j'en connais, moi, des Originaux, des détraqués? Ou alors, suis-je? Serais-je dans un tome 2? Fréchette était vivant. C'est ça. Alors, dans son livre, Fréchette fait le portrait de 12 hommes, des gens qu'il a connus. 12 hommes et femmes? Alors, il n'y a pas de femmes dans les 12. Okay. Et ça, je vais revenir à ça. Okay. Je vais revenir à ça parce qu'il y en a une qui apparaît. OK. Mais qui apparaît comme un peu en coup de vent, puis on va réfléchir à ça. Le rapport entre la folie et le genre. Parce que comment on traite la folie pour un homme et comment on la traite pour une femme, il y a toute une réflexion à faire là-dessus. Là, on va la faire, mais... on n'est pas à Radio-Canada, on a le temps, Mathieu. Sous-titre du livre, c'est « 12 types québécois ». Et québécois, en 1892, ça veut dire qui vient de Québec. Oui.
Et là, la graphie est particulière. Oui, c'est Québec, Q-U-E-B-E-C, Q. Oui. Q-O-C-Q. Donc, on est en quelle année? 1892. OK. Et juste pour donner une idée, Fred, mon grand-père, qui Dieu ait son âme, qui était né en 1912, quand je lui parlais des Québécois, OK, moi, je lui parlais, des fois, on parlait de politique, puis il me disait « Ah, c'est vrai, vous appelez ça de même, vous autres. » On parle des années 90. Là. Quand même. Vous appelez ça de même, vous autres. Parce que pour lui, c'était des habitants de la ville. Des Canadiens français. Puis lui, il disait, pour lui, les Québécois, c'était du monde de Québec. OK? Puis ça fait partie, c'est ça qui est parti aussi, c'est que le Québec, c'est qu'on change de nom à peu près à tous les siècles. Hein? Alors, bref. Alors, des Québécois qu'il a croisés quand il était jeune, dans ses études, à Lévis, des gens aussi qu'il a croisés quand il a fait de la politique, quand il était en journalisme. Et puis, il développe une théorie intéressante sur Québec, parce que la ville? Oui, sur la ville. Oui. Il dit, pourquoi Québec? Parce que, tu sais, au fond, il a vécu à Montréal, il a vécu partout, mais Québec, il dit, c'est la patrie des originaux. Et il dit... attention, il faut... Oui. Le mot original, original, aujourd'hui, on le traduirait par un weirdo. Oui, c'est oui, mais... Pas quelqu'un qui sort du lot. Non, mais attendez, s'il vous plaît, gens de Québec, là, fâchez-vous pas tout de suite. Non. Parce qu'il dit, en fait, il dit vraiment ça, Fréchette, puis pour lui, c'est positif. Il dit... À Québec, c'est un lieu où les gens étranges et anormaux existeraient en plus grand nombre qu'ailleurs. Et voici, je ris, là, mais c'est avec respect. Ben oui, il explique pourquoi. Il dit pourquoi. Il dit parce que c'est une ville où les choses bougent peu. Je le cite. Et c'est un centre restreint, toujours le même, qui conduit à la concentration et à la reproduction des mêmes types. Et là, il y a une belle analogie. Il dit autrement dit, Québec, ce serait moins un lieu de mélange et de brassage, et plus qu'un lieu d'affinage et de distillation. Ça, c'est ma métaphore. Oui. Mais tu sais, l'image, Montréal, c'est on brasse. Ça brasse tout le temps. On brasse de la bière, on brasse n'importe quoi. Québec, on est dans on fait vieillir en fût de chêne un produit rare. Et donc, ça serait un lieu où les personnalités uniques pourraient vieillir et comme maturer, gagner en force et en saveur, comme des fromages et des bons vins. Et pour Fréchette, c'est une qualité. Il dit, au fond, faut pas mépriser les gens bizarres. Il dit, en fait, il faut les aimer parce qu'ils nous apportent de la couleur, bien sûr, qu'ils nous égayent, ils nous font rire, rêver, parfois ils nous effraient aussi. Mais il dit aussi parce qu'au fond, à quoi ça sert des gens étranges? À quoi ça sert des originaux et des traqués? Il dit, ça sert aussi à nous aider à comprendre ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire, au fond... C'est un barème. C'est un barème. Et non seulement c'est un barème pour nous rappeler qu'est-ce que la normalité, qu'est-ce que la normalité, mais en même temps, souvent, les originaux détraqués sont ceux qui font bouger la norme. C'est-à-dire que... Puis je rappelle quand même que d'une époque à l'autre, des fois, ce qu'on a considéré comme fou à une époque ne l'était plus à une autre. Ce qui était dans la maladie mentale devenait la normalité, etc. Bon. Comme par exemple, on sait qu'à notre époque, je pense que le trouble du narcissisme qui a été retiré du dictionnaire de la santé mentale. Parce qu'il y en a... Il y en a trop partout. C'est ça. C'est quand ça se rend trop présent, ben, si tu veux. C'est comme ça. Alors, je vous parle un peu des personnages? Ben oui. Ben oui, alors quand même. Alors, il y a beaucoup de personnages drôles. Le premier s'appelle Oneille. Ça ressemble à Oni, mais c'est Oneille avec un E à la fin, qui était un bedeau de paroisse, un barbier, un genre de valet de comédie, joueur de tour. Toujours le mot pour rire. Puis ça commence assez légèrement, je dirais. Tu sais, c'est le genre à toujours faire des jeux de mots. Un brin mononcle, mais sympathique. Ça, c'est du genre, il est à, je sais pas, il y a un paysan qui arrive à l'église, lui, il est bedeau, tu sais. Puis là, il y a un paysan qui veut, il dit, est-ce que... Mathieu, pour les plus jeunes, oui, c'est vrai. Ça fait quoi un bedeau? Un bedeau, c'est... À part sonner les cloches? Ben, c'est ça, pas mal ça. Non, mais je pense que c'est un peu un genre de... Est-ce qu'on pourrait dire un bénévole clérical? Aujourd'hui? Ouais, mais je sais pas si c'était bénévole, mais... Un bedeau? Oui. Ouais, c'était peut-être plus bénévole, hein? Ouais, c'était comme quelqu'un qui s'occupait un peu de l'intendance matérielle, mais vraiment de base. C'est-à-dire, c'est pas le vicaire qui, lui, il est plus... Il supervise. D'ailleurs, je vous ai dans mes livres, j'ai un beau petit livre, un manuel des curés. Ça, c'est une de mes grandes passions. Vous savez, Fred, c'est des vieux livres. Ça, c'en est un québécois de 1860, Monseigneur Desautels, qui explique aux curés comment gérer une paroisse. Puis ce qui est très frappant là-dedans, c'est qu'il ne parle pas de la religion. C'est une business. Non, mais, tu sais, c'est pratico-pratique. Vous voyez le genre? Alors, Oneille. Alors, mettons, un paysan vient le voir à l'église, puis lui dit, savez-vous, monsieur Oneille, où je pourrais trouver du son? Okay. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du son, là, on parle de... C'est le son d'avoine. Voilà, c'est ça. Alors, mais Oneille... L'enveloppe.
Voilà. Alors, mais Oneille, qui a toujours le mot pour rire, hein, lui dit, venez avec moi, montons dans un clocher. Il lui fait sonner les cloches et lui dit, voici du son. OK, ça, je trouve ça chic. Ses dernières paroles, avant de mourir, auraient été, je ne vous dis pas adieu. Je trouve ça pas mal. Un autre exemple d'original, c'est Chouinard. Il s'appelle Chouinard. Son vrai nom, je pense, c'est comme Jean-Pierre Rioux, mais bon, tu sais. Dis Chouinard. Ouais, non, puis il avait même changé de prénom. Moi, je m'appelle Olivier, mais il disait pas Olivier, il disait Livier. Puis ses phrases, c'était, mettons, fatigué, il disait Livier bien fatigué. Ah ouais, il parlait d'une autre personne. Ouais, Livier va chanter une chanson. Facteur analphabète. Il paraît qu'il livrait du courrier de Québec à Gaspé. Ah, ouais. Puis pendant 20 ans. Mais comment il faisait? Il s'est jamais trompé. Pour lire. Je sais pas. Ah, ouais. J'ai aucune idée. Mais c'est vraiment sa réputation. Ça, c'est original. Il n'a jamais fait d'erreur et il vivait en demandant l'hospitalité aux gens à qui il livrait du courrier. Wow. Alors, il dormait chez les gens. Mais là, à un moment donné, il a été retrouvé mort gelé, évidemment. C'est à la côte de Matane. À un moment donné, mais rappelons que recevoir du courrier à la fin du 19e siècle, c'était un événement. C'était un événement. Surtout. C'est pas comme un texto aujourd'hui. Surtout à Matane. Oui, oui, c'est ça. Un autre exemple? Oui, mais oui. Coton. Ah. Avez-vous déjà entendu parler? Êtes-vous déjà allé, vous, à Saint-Pascal de Kamouraska? Oui. Bon. Savez-vous cet que... été. Pour vrai? Oui. Savez-vous que sur le bord de l'autoroute 20, quand vous passez, vous remarquerez ça, là, il y a un Petro-Canada à droite, puis vous passez, tu sais, c'est le début des petites montagnes qui vont faire le bic, là. Oui. Mais ça commence là, on appelle ça des cabourons, et il y a une petite montagne sur le bord de la 20 qui s'appelle la montagne à Coton. Ah, ouais. Et Coton, c'était un ermite qui avait réussi à se construire une maison, on ne sait même pas comment il avait réussi à faire ça, et qui parlait avec Jésus quotidiennement, et qui recevait souvent ses repas, les anges livraient. Hein, c'est le Saint-Hubert barbecue, Super Jésus barbecue, qui livrait... c'est Saint-Hubert. Oui, c'est vrai. Alors, qui livrait sa nourriture. Mais en fait, ce qu'on raconte, c'est que les gens le trouvaient très sympathique, puis on allait lui porter à manger. Et Fréchette l'a connu quand il était enfant. Au fond, c'était une sorte de rêveur. Puis, on peut encore visiter, je vous le dis comme ça, on peut encore visiter cette montagne-là qui s'appelle la montagne à Coton. Un autre exemple d'original, Cardinal, le chef des huissiers du Parlement que Fréchette avait connu à Québec, qui prenait son métier très à cœur et qui parlait un peu comme un genre de précieux ridicule. Ah. Tu sais, c'est la version masculine des précieuses de Molière. Il disait jamais les choses simplement. Exemple, mettons qu'il y avait un siège vide. Il disait pas, mettons, asseyez-vous. Il disait, il faudrait ravitailler cette chaise, elle est en frais de s'épanouir. Ah, mon Dieu. C'est pas mal, hein? Oui. Ouais, mais alors c'est ça, pas mal, mais c'est précieux. Ça peut être long. Oui, c'est ça. Tu as envie de dire... Tu dois chalet avec quelqu'un comme ça. Ça peut être un peu longuet. Oui, c'est ça. Mais en même temps, bon, tu sais, des fois, c'était plus des péronismes, là, du genre, à propos de sa chatte qui aimait chasser les oiseaux, elle est très volatile en ce moment. On dit, OK. Bon, là, OK. Les cas les plus intéressants. Okay, arrivons aux plus intéressants. Des gens que Fréchette a lui-même connus. Burns. Un menteur et un voleur spécialiste de l'emprunt. Irlandais, sûrement? Oui, qui a réussi à arnaquer Fréchette, son père. Et c'est vrai. Ah, ouais. Alors, ce qui était compliqué, c'est que Burns venait d'une famille riche. Et d'ailleurs, il était rendu un peu clochard, mais ses sœurs avaient encore pitié de lui, puis lui donnaient des vêtements qui lui permettaient de maintenir cette apparence d'un homme un peu distingué, qui parlait d'ailleurs un langage très, très châtié, et qui avait fait des études. Et donc, quand il arrivait et qu'il se mettait à parler, je vous donne des exemples. À un moment donné, il se promène dans la rue, il entend quelqu'un qui joue très mal du violon, mais qui joue du violon, et il se dit, ça y est, j'ai mon homme, il cogne, bonjour, je suis luthier, marchand de violon, je viens de vous entendre jouer, puis-je voir votre instrument? Ah, monsieur, vous ne croirez pas, je pense que c'est peut-être un Stradivarius. Je suis prêt à prendre un risque. Je vous reviens demain et je vous l'achète 200 piastres. Une fortune. Oui, ben oui. Et là, le gars, tu sais, il est comme... Puis là, le gars, il veut le vendre, tu sais. Il n'était pas prêt à vendre, mais là, il veut vendre. Mais il dit, il faudrait juste que vous m'aidiez à payer mon cocher pour que je retourne à l'hôtel. Alors là, le gars, il donne un peu d'argent, puis évidemment, il ne revoit jamais. C'était compliqué, là, pour des niaiseries. Mais ça existe encore. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé à Montréal, à l'âge tout frais de 19 ans, je me suis fait arnaquer quelques fois. Là, j'ai jamais revu mon argent. Donc, tu sais, un autre exemple que je trouvais assez amusant, c'est, tu sais, à un moment donné, ils sont au port de Québec. Un gros bateau arrive, un bateau de pêche rempli de poissons. Puis là, Burns voit qu'il y a un marchand de poissons qui regarde par la fenêtre, puis avec des yeux un peu envieux, en se disant « J'espère que je vais avoir de la cargaison ». Burns
entre dans le magasin, se fait passer pour le capitaine du bateau, lui dit « Je suis prêt à vous donner toute ma cargaison à prix rabais. Pourvu que vous m'aidiez à payer mon cocher. » C'était toujours la même maudite affaire. Autre exemple, Fred, Marcel Aubin. C'est Marcel Aubin. Oui. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'à un moment donné, il paraît que dans la région de Québec, Marcel Aubin, c'était le nom que les gens donnaient à un peu n'importe quel mendiant. Ah ouais. C'était un Marcel Aubin. Ah ouais. Et Marcel Aubin qui ne parlait qu'en rime. Et qui a rimé jusqu'en ces derniers moments. Et d'ailleurs, je parlais du plateau Mont-Royal. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Mais je me souviens, moi, quand j'étais dans les débuts vingtaine, il y avait un homme qui marchait un peu petit, barbu, qui ne faisait que parler en rime et il chantait un peu rigodon. Tout à fait. Vous l'avez connu? Et à la sortie des bars, il venait quêter. C'est ça. Et il parlait avec du monde, mais il se mettait à rimer. Puis tout le temps. Oui, tout à fait. Je l'ai connu. Vous n'avez pas de son nom? J'ai comme Alain... Mais c'est peut-être, en tout cas, je ne sais plus. Mais puis je me souviens qu'on le voyait évoluer d'année en année. Ouais. Puis je me souviens que dans les dernières années, là, il était de mauvaise humeur. Puis il rimait de mauvaise humeur jusqu'à temps qu'on ne le voit plus. C'est en pensant à ce sans-abri-là que j'ai réalisé quand même que dans ma vie, en majorité, les sans-abri que j'ai connus, c'est des hommes. Je ne sais pas si pour vous, c'est la même chose. On en voit plus. Hein, Et j'ai réalisé que, au fond, évidemment, l'itinérance est toujours représenté un plus grand risque pour les femmes à cause de la question de la sécurité. Puis là-dessus, ça n'a pas beaucoup changé, j'ai l'impression. C'est toujours plus dangereux pour une femme d'être dans l'espace public que pour un homme. Fait qu'imaginez... dans le bas de l'échelle sociale, c'est-à-dire itinérant, parce que je pense qu'il y a des femmes itinérantes. Il y en a, oui. Il y a peut-être plus de ressources, là, je ne vais pas m'avancer, ou on ne les voit pas parce que c'est comme... Et je pense que c'est plus difficile aussi à vivre. Oui, puis je veux dire... On s'avance sur des... Non, mais je veux dire... Non, j'ai pas de chiffre non plus, mais tu sais, je regarde juste la façon dont... Bon, moi, j'ai 2 filles, tu sais. La façon dont je me comporte par rapport à mes filles quand, mettons, le soir, elles vont marcher. Ah, ben oui. Ben, tu sais, je suis comme... plus prudent, puis je voudrais bien ne pas l'être, mais mes filles m'ont conté des anecdotes qui fait que j'ai pas le choix. Non, qui nous arrive jamais. On ne sait pas c'est quoi. Et c'est vraiment comme ça. Moi, je suis devenu féministe en ayant des filles. Ah ouais? Vraiment. Je l'étais, mais là, je suis devenu, parce que je réalisais qu'il y a des hommes qui sont des trous de cul, là. Pardonnez-moi le mot pour les... Mais tu sais, j'ai dit, waouh, OK, je savais pas qu'on pouvait être comme ça. Non, mais je réalise ça parce que... tantôt, vous m'avez demandé, est-ce qu'il y a des femmes dans l'histoire? Oui, dans les 12 détraqués. Dans les 12, il n'y en a pas. OK? Et puis, d'une certaine façon, on peut dire que c'est peut-être la faute de l'auteur, ou c'est peut-être un biais ou un préjugé. Mais de l'époque aussi. Peut-être l'époque, mais parce que c'est sûr que des femmes originales, des femmes détraquées, ça existe. Oui. Et ça a existé. Et l'ironie, d'ailleurs, c'est que dans le livre de Fréchette, même s'il n'y a pas une femme qui a son portrait, il y en a une à un moment donné qui apparaît et qui, à mon avis, est comme le contrepoint des 12 qui présentent, c'est la fameuse Corriveau. Parce que, alors, Corriveau, en passant, c'est Fréchette qui a contribué à la faire connaître. Ah oui? Oui. En 1885, il a publié un livre qui était une légende, un texte qui s'appelle Dans la patrie, qui s'appelait La cage de la Corriveau. Ah. Et cette histoire-là est assez extraordinaire. Hein? Marie-Joseph, avec un T, là, Joseph Corriveau, c'est une femme qui a vécu à la fin du régime français et qui, en 1763, se remarie et est en couple avec un homme qui la maltraite, c'est ce qu'elle va dire, et qui était probablement vraisemblable, et qui va finir par le tuer. Elle va le tuer. Elle va le tuer. Oui. Et évidemment, au début, elle l'avoue pas, puis à un moment donné, elle l'avoue. Tu sais, c'est difficile de savoir Mathieu, si... Oui? J'ai un extrait. Avez-vous J'ai un extrait de la Corriveau. Oh, wow! Joué par Anne Dorval. Oh, OK, wow. Film diffusé à Radio-Canada. Téléfilm, je crois. Okay. J'ai pas trouvé d'informations. Alors, les gens à la maison, si vous avez des informations, sur les bases de données, dans la biographie d'Anne Dorval, ça n'apparaît pas. OK. Et ça s'appelle La Corriveau. Je sais pas qui a réalisé. Il y a Luc Picard qui joue là-dedans. Il y a Raymond Bouchard qui fait le père de La Corriveau. Qui était complice dans l'histoire. Oui, Luc Picard joue Dodier, je crois. Oui. Qui est le mari tué. Oui. Son premier mari est joué par Emmanuel Bilodeau. On va aller écouter un extrait. OK. Au village, il n'y en a pas un qui est prêt à se battre, pas un seul homme. On peut bien clabauder puis de battre les flancs. Il n'y en a pas un de vous autres qui aurait le cœur de prendre son fusil puis d'aller rejoindre le général Lévy pour essayer de reprendre Québec. Faudrait être complètement fou. Il n'y a plus rien à faire. Les Anglais sont trop forts. T'as pas vu toute leur flotte, toi? C'est comme des vagues. Ils n'avaient à perdre de vue. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse contre une armée de même? Ils sont 40 000.
Pas de raison, ça. Ils vont-ils nous exiler, nous aussi, comme ils ont fait avec les Acadiens? Quand ils auront mis le feu au village, puis qu'ils auront tout brûlé comme à Grand-Pré par vos bassins? T'as entendu ce que le curé Parent nous a dit? Les Anglais l'ont promis. Il n'y en aura point de déportation. C'est qui en sait, lui? Commencer par mifler le vent pour savoir de quel bord qu'elle est soufflée puis a décidé de rien faire. Voyons, Marie-Joseph. Il a fait comme nous autres. Il a fait ce qu'il a pu. C'est ça, justement. Femme de tête! Oui, mais là, ils en ont fait une sorte d'héroïne politique. Oui, tout à fait. C'est intéressant. Je trouve que c'est très bien joué. Ça a bien vieilli. Ça sonne bien. C'est l'époque, mais sans être caricatural. Ça sonne très bien. Mais il dit jamais ne pas. C'est toujours ne point. Ne point. Tout le long du film. Ah, c'est bon, ça. Ouais, ils ont voulu être fidèles probablement à la langue de l'époque. Oui. L'image est forte, Fred, parce que la Corriveau, dans le livre, ce qui est frappant avec les originaux des Traqués de Fréchette, c'est que c'est tous des êtres totalement libres. Oui. Libres dans l'espace. Oui. C'est-à-dire, ils se promènent. Tantôt, j'ai parlé du facteur qui fait Québec-Gaspé. Puis tantôt, je vais vous donner d'autres exemples. Mais c'est tous des personnages, des itinérants qui se promènent. Et l'image de la Corriveau dans le livre apparaît comme le contrepoint exact. C'est-à-dire qu'au fond, la Corriveau est morte dans une cage. Parce que quand on dit la cage de la Corriveau, moi, je ne savais pas. Je pensais que c'était une cage... style une grande cage, là. Non. C'est comme un corset, c'est-à-dire c'est une cage qui avait la forme du corps de la Corriveau, dans le corps d'une femme. Cage qui a été retrouvée. Qui a été retrouvée par hasard dans les années 1850, je pense que c'est 1849, à Saint-Joseph-de-Lévis, justement, dans le coin de... C'est pour ça que Fréchette en parle. Il creuse je pense qu'il voulait creuser pour une tombe, pour faire une tombe, et puis les travailleurs tombent sur une cage, une espèce avec un squelette dedans. Ah, ouais. Et la cage, alors d'abord, ils la font promener, comme une sorte de curiosité. Oui, tout à fait. Éventuellement, c'est acheté par les Américains, comme d'habitude, les Américains qui... Et c'est un musée de Boston. Et j'ai appris qu'il n'y a vraiment pas longtemps, il y a quelques années, le musée de la civilisation de Québec l'a racheté de Boston. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et je veux juste que les auditeurs, auditrices réalisent, quand on parle d'une cage, on parle comme d'un corset qui a la forme du corps d'une femme. Un peu comme, là je vais dire une niaiserie peut-être, mais un peu comme le Silence des agneaux. Oui. Le personnage d'Hannibal Lecter. Oui, tout à fait. Est promené sur un diable. C'est pas du tout niaiserie, parce que quand ils ont condamné la Corriveau à mort, ils l'ont condamnée à mort parce qu'ils ont jugé qu'elle avait été coupable du meurtre de son mari. Et pour faire un exemple, les Anglais l'ont placée dans cette cage qui avait la forme de son corps. Et en haut de la cage, il y avait un crochet et elle est restée suspendue pour le public pendant 5 semaines. Ah, ouais. Évidemment, un corbeau, je veux dire, c'est la décomposition. Mais vous imaginez? Puis je trouvais qu'en soi, c'était comme une métaphore. Voici pourquoi il n'y a pas de femme dans ce livre-là. Ah, ouais. Dans le sens que, voyez, la seule femme du livre qui est une originale détraquée, elle est évoquée presque par... Un peu, pas par hasard, mais un peu comme un à côté. Puis elle est le contraire de toutes les autres. C'est-à-dire que dans un sens, c'est comme si la folie féminine, si vous voulez, ou l'originalité détraquée, c'était une menace. Tandis que la folie masculine, c'était un divertissement. Ouais, voilà. Donc, c'est pas menaçant. C'est pas menaçant. Et donc, puis un autre élément que je voulais ajouter, c'est que on a un rapport culturel avec la folie féminine, la folie masculine, qui n'est pas la même. C'est-à-dire que on dirait que la folie féminine, souvent, elle a eu tendance à mener à un enfermement. Puis ça peut être dans une cage, mais souvent, la femme, elle peut-être qu'elle vivait cette originalité, cette folie ou ce détraquage, mais elle le faisait dans l'espace domestique. Personne ne pouvait en témoigner parce que, évidemment, Fréchette, il parle de gens qu'il a vus dans la rue. Ouais. Il parle de gens qu'il a vus dans son monde à lui, mais il n'est pas entré dans les maisons. Non. Voyez? Non. Et donc, et dans un sens, c'est comme si une femme qui était jugée folle devait être enfermée. D'ailleurs, le mot folle, vous savez comment ça a facilement pu être une insulte pour discréditer une femme. Hein? On sait bien. Voilà. Et c'est drôle parce que je me disais, à l'époque, on est à l'époque de Freud, qui va lui-même prendre conscience, à un moment donné, avec la visite de ses patientes, qu'il y a un problème à Vienne de femmes qui, enfermées, sont en train littéralement de faire ce qu'on appelait à l'époque des crises d'hystérie. Parce qu'au fond, l'enfermement, c'est-à-dire la folie devient un symptôme, en quelque sorte. Et puis je me disais même, puis je sais que c'est un terrain délicat, mais en même temps, je me disais, et je la pose souvent à mes étudiants, cette question-là, mes étudiantes, je leur dis,
avez-vous l'impression que les attentes de normalité sont plus grandes sur les femmes que sur les hommes? Puis je donne un exemple. Tu sais, par exemple, un petit garçon turbulent à l'école, on va dire « Ah, c'est un garçon ». Puis une petite fille, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais je sais que moi, je l'ai connu cette époque-là. Les enfants turbulents étaient médicamentés dans les écoles aussi. Là. Oui, on va rapidement... Mais c'est peut-être pour ça que ça a changé. Peut-être ça change aujourd'hui. Ouais. Mais je sais qu'il y a une époque où on disait « Ah, ben, un petit gars ». En anglais, on dit « Boys will be boys ». Là. Puis là, la petite fille qui est turbulente, on disait hey, « Est-ce qu'elle a un problème? » Alors, j'ai parlé de la Corriveau, puis je trouve que ça nous ouvre maintenant la porte pour parler des détraqués du livre. Parce que là, jusqu'à présent, c'est plus des originaux, ils sont sympathiques. Mais il y en a des vrais détraqués. Je vais vous en nommer quelques-uns. Je pourrais vous parler du père Dupil, parce qu'on l'appelait le père Dupil, pour l'écœurer. Ça le rendait fou, Fred. Parce que cet homme-là n'avait jamais pu être père. Il s'était fait voler son héritage par un riche Anglais, vous voyez l'histoire. Et à cause de ça, il n'avait pas pu faire son mariage. Et donc, on l'appelait père Dupil. Puis, alors, il devenait violent. OK? Je termine avec un dernier. Même genre, il vient fou parce que... Alors, il s'appelle Grelot. Et là, vous allez être surpris. Le personnage, je trouve, le plus émouvant. Grelot... Alors, l'histoire de Grelot, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Michel Langlois. OK? Michel Langlois, c'est un jeune homme de bonne famille. On est à Québec. Bonne famille, bonne fortune. Puis à un moment donné, il sort de l'église un dimanche et sur le perron de l'église, son beau chapeau haute forme s'envole et il y a quelqu'un qui marche dessus. Et Langlois dit à cette personne qui marche sur le chapeau, « Satané Grelot ». Okay? Tu sais, on aurait pu penser à un plus vulgaire colibet. Mais bon. Et là, il y a un petit gars qui passe par là, un genre de Gavroche, là, un petit baveux, qui reprend la formule et qui se met à chanter « Satané Grelot, qu'a bossué mon chapeau ». Là, on se dit « OK, ça va ». Et c'est drôle. Mais pour une raison inexplicable, Michel Langlois commence à faire une obsession parce que les gens rient. Ils ne rient même pas de lui. Ils pensent que les gens rient de lui. Et on commence à il se met à courir après le petit gars. Il dit « Hey, dis pas ça, nan. » Et là, ils ne tolèrent pas d'être ridicules, dans le fond. Ou de même être associés à du ridicule. Et là, à un moment donné, les gens se mettent juste à l'appeler Grelot. Et là, je dois vous dire, chose assez extraordinaire, les gens l'appelaient tellement souvent Grelot, puis il devenait fou, là. Puis, tu sais, il faisait du désordre public, qu'à un moment donné, le Conseil de ville de Québec a voté un règlement municipal pour qu'il ne soit plus permis de dire Grelot en public. Je vous jure. Et là, savez-vous, c'était quoi la stratégie? Il y a des gens qui disaient Greux, puis il y en a d'autres qui disaient l'eau. Ou alors, on se promenait avec des grelots, des clochettes, puis ça faisait le même effet. Il était rendu fou. Wow. Et le pauvre gars s'est retrouvé à Montréal. À un moment donné, il s'est dit « Je suis plus capable, je m'en vais à Montréal. » Ben, il y a un gars de Québec qui le reconnaît et qui commence à l'appeler Grelot. Et là, ça devient comme fascinant parce que c'est comme l'image d'une sorte de persécution. Et là, je vais vous apprendre quelque chose. Saviez-vous, Fred, que quand on dit, tu sais, quand on a pris un petit coup, là, puis qu'on dit qu'on est Grelot, ça vient de là. Ça vient de là. Ça vient de Grelot. Donc, dire on est Grelot... Comment on sait ça? Que ça vient de là? Ben, les linguistes, les folkloristes ont retracé l'expression. Donc, Grelot, c'est... C'est erratique d'être... C'est être un peu fou, un peu foufou, un peu tête en l'air, tout ça. Alors, on parle de Grelot. Moi, j'ai parlé de Grelot souvent. Vous, plus vraiment. Ça fait 5 ans que je suis moins Grelot. Vous êtes moins Grelot, mais quand même. Mais on disait pas Grelot, on disait Grelot. C'est ça. Alors, vous êtes Grelot. Vous voyez, vous êtes comme vous avez touché à la racine de la chose. Je trouve que ce qui rend le livre très intéressant, Fred, c'est que le livre de Fréchette, c'est qu'il arrive un moment au 19e siècle où le rapport à la folie est en train de changer. C'est-à-dire que, je vous rappelle que jusqu'au 19e siècle, la façon de traiter la folie, c'était par l'enfermement. Okay? D'ailleurs, il y a Michel Foucault, le grand penseur, dont le livre le plus célèbre, c'est sa thèse d'État, Surveiller et punir, qui raconte l'histoire de la maladie mentale, ça s'appelle Histoire de la folie à l'âge classique, et qui dit dans le fond que à partir de la fin de la Renaissance, pendant la Renaissance, on avait créé en Europe des léproseries, qui étaient des lieux où on envoyait des gens malades. Pas seulement des lépreux. Non, c'est ça. À l'origine, c'est des lépreux. C'était ça. Pas seulement des lépreux, mais plus ça allait, plus ça devenait des sortes de lieux où on pouvait placer des gens qu'on voulait exclure de la société. Et quand la lèpre est une maladie qui a plus ou moins disparu, on s'est retrouvé avec des lieux dont on ne savait plus tellement que faire.
Et à la grande époque du rationalisme de Descartes et tout ça, quand on s'est mis à penser que la raison était la mère de tout, ben, tout à coup, notre rapport à la folie est devenu un rapport où, collectivement, puis en France, c'est très frappant, où on s'est dit, ben, les gens qui sont fous ne peuvent plus être parmi nous. Ouais. Il faut les exclure. Et de plus en plus, on s'est mis à... En fait, c'est une logique pénitentiaire. Et puis, ben, vous l'avez dit, hein, pas seulement les gens qui avaient des maladies mentales, mais souvent, tout ce qui était un peu des individus déviants, des pauvres, des criminels, des vagabonds, des filles de petite moralité. Tu sais, par exemple, il y a un roman très célèbre, Manon Lescaut, qui est un roman du début du 18e siècle. Manon Lescaut, ben, on l'envoie à l'hôpital, mais quand on l'envoie à l'ôpital, c'est le nom d'une prison. C'est-à-dire, c'est pas juste pour être soigné. Là. Non, c'est ça. Puis alors, tu sais, pour donner une idée, là, au 17e siècle, là, vers le milieu du 17e siècle, quand on commence à faire ce que Foucault appelle une opération de nettoyage social, on ramasse 40 000 personnes. Et puis il y en a 35 000 qui partent. C'est comme une façon de faire du ménage. Le marquis de Sade... Ils partent en Provence. En province, pardon, excusez. Mais tu sais, le marquis de Sade, c'était un genre d'individu déviant, qui n'était pas un fou, mais qu'on a pu mettre en prison sur cette base-là. Puis, ben, au 19e siècle, le rapport à la folie change parce que les romantiques se mettent à se dire peut-être que les fous ont quelque chose à nous apprendre. Tu sais, le fou, c'est l'incompris, c'est celui qui est peut-être comme une sorte de métaphore du poète qui arrive à voir des choses que les autres ne voient pas. Et donc, l'aliénation mentale se rapproche du génie. Il y a comme un rapprochement avec le génie qui se fait. Autrement dit, c'est comme si la folie devient un peu productive. Puis on en vient même à penser, en fait, qu'un fou, c'est simplement une personne qui est plus libre que les autres, qui est sans filtre et qui dit enfin quelque chose que les autres n'oseraient pas dire. Puis en fait, Foucault, d'ailleurs, a une formule magnifique. Il dit « Un fou, c'est quelqu'un qui ose parler à la première personne ». C'est-à-dire quelqu'un, dans le fond, qui dit des choses que la majorité ne dirait pas. Alors que tout le monde, en fait, c'est ça, tout le monde est dans le conformisme. Ouais. Lui n'imite personne. Le fou est un original. C'est ça, un original. C'est être sa propre origine. C'est-à-dire, moi, il n'y a personne qui m'a inspiré. Je suis ce que je suis par moi-même. Puis vous savez bien hein, que, je veux dire, chez tous les grands romantiques, Dostoïevski, Gogol, Hugo, Brontë et plein d'autres, ça va devenir très important. Puis à cette époque-là, on se met à traiter la maladie mentale de toutes sortes de manières. Au début, c'est assez rude. Là. On appelle ça la thérapie par aversion. C'est Philippe Pinel, le français, au début du 19e siècle, qui... alors, c'est quoi? C'est la méthode de récompense et de la punition. Donc, douche d'eau glacée quand vous n'allez pas. Là, je suis comme en train de faire une petite histoire de la folie en même temps. Parce que, puis là, tu sais, purgatif, irritant, fauteuil rotatoire, électricité. C'est-à-dire, là, l'idée, c'est, dans le fond, vous connaissez le chien de Pavlov, tu sais, le conditionnement positif. Là, c'est comme un conditionnement négatif. C'est-à-dire, tu sais, puis c'est allé très loin. C'est-à-dire, on essayait pour, mettons, désensibiliser quelqu'un ou l'amener à avoir une répulsion. Ça me fait penser un peu à Orange Mécanique, là. Tu sais, quand on crée... C'est une thérapie par aversion, quand on force le pauvre type à avoir les yeux ouverts. Bref, il y a comme toute une école dans la gestion de la folie qui s'est développée. Et là, je dois vous dire, Fred, qu'au Québec, les premiers hôpitaux psychiatriques sont nés à peu près à l'époque où Fréchette observe ces fous-là. Ouais. Et d'ailleurs... le tout premier hôpital psychiatrique est fondé en 1845, s'appelle l'Asile provisoire de Beauport, qui va donner ensuite l'Asile des aliénés de Québec et deviendra finalement l'hôpital Robert Giffard. Moi, j'avoue que l'Asile provisoire de Beauport, je trouve que ça a comme un petit côté plus... Enfin, non, mais sans blague, dans les années 1850, on va aussi créer le Quebec Lunatic Asylum. Et ce qu'il faut dire de ces trucs-là, c'est que c'était... c'était des hôpitaux, mais c'était un petit peu des... Comme dans le temps de la Révolution française, c'était comme des lieux un peu de spectacle. C'est-à-dire, la fin de semaine, là, les bourgeois de Québec allaient se promener là? Allaient là voir les fous, entre guillemets, pour c'était comme un spectacle, dans un sens. Oui, tu sais. Fred, je termine ma petite histoire-là. Je vais vous donner quelques points que je trouve intéressants. Ben oui. Tu sais, aliéné, c'est un mot qu'on n'emploie plus, mais en anglais, le alien, ça vient de là. Ça vient d'ailleurs. Oui, exactement. Qui n'a pas de lien avec nous, c'est ça. Oui. Mais l'aliéné, c'est quelqu'un qu'on place ailleurs et qu'on considère comme un peu ailleurs aussi. Je me disais, Fred, il me semble que ce serait le temps aujourd'hui de faire ça, faire comme Fréchette. Parce qu'on ne devrait pas faire ça, nous,
regardez autour de nous et cherchez des originaux des détraqués. Est-ce qu'il y en a encore des originaux? Moi, j'ai l'impression que ça existe encore, mais dans un sens, tu sais, ce qu'a fait Fréchette, je trouve intéressant, c'est qu'il a voulu faire l'histoire de quelque chose qui, pour lui, il avait l'impression que c'était en voie de disparition. Mais Mathieu, c'est drôle, excusez-moi. Je pense à ça, parce que vous m'avez lancé la question, est-ce qu'il y a des détraqués? Et les réseaux sociaux. Oui. TikTok, entre autres. J'ai déjà essayé d'être là-dessus. Oui. Et ça me frappait comment il y avait beaucoup de weirdos. C'est vrai. Qui avaient leur propre compte. Oui. Et vous me parliez des bourgeois tantôt qui allaient dans les... Mais est-ce que ça se fait des soirées où on regarde TikTok? Ben, c'est sûr que c'est des gens qui avaient des abonnés. C'est sûr qu'on les regardait pour ça. C'est ça. Hein? Moi, je me rappelle d'une Guylaine qui avait clairement un problème de drogue majeur et qui faisait des vidéos dans son petit logement. Okay. Il parlait de même, allô, c'est Guylaine! À soir d'une belle soirée! Puis il y en avait plusieurs comme ça. Puis j'étais un peu divisé en me disant, ben en même temps, on normalise aussi des gens qu'on voit pas normalement, mais ça. On est aussi voyeurs. C'est ça. Puis en même temps, elle a une existence qu'elle n'aurait pas autrement. Non. On a accès à son originalité ou à son détraquage. Ben voilà. Mais oui, c'est vrai que les réseaux sociaux... les réseaux sociaux, c'est peut-être un bon endroit. C'est une vitrine intéressante. Oui. C'est vrai, ça. Je termine, Fred, cette belle chronique. J'ai un cadeau à vous faire. Ah, ben voyons. Un truc assez incroyable. J'ai un enregistrement, tenez-vous bien. J'ai un enregistrement inédit de la voix de Louis Fréchette. Ben voyons. Alors, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on entend la voix de Fréchette. L'enregistrement date de 1907, un an avant la mort de Fréchette. Et il a été réalisé, j'ai vérifié, c'est sur un gramophone. Donc, ça a été gravé. Et un hasard incroyable fait qu'un bibliothécaire de l'Université de Montréal, dont je ne peux donner le nom, parce qu'il travaille sur beaucoup de fonds d'archives québécois, a trouvé ça dans la collection d'un professeur d'université décédé récemment, dont je ne peux révéler le nom non plus. Mais apparemment que ça serait passé entre les mains de Marius Barbeau, le grand spécialiste. Oui, le grand folkloriste. Oui. Et donc, ça se serait retrouvé dans la collection du professeur et ça n'aurait jamais été diffusé. Et c'est on aurait cette exclusivité-là. Oui. Et Fréchette, à 68 ans... Ça, on m'avait pas averti de ça. Là. Ben non. 68 ans, à un an avant la mort de Fréchette, il lit ce poème qui s'appelle « Le rêve de la vie ». Vous allez voir, c'est une bluette. C'est un peu joli. Mais puis vous allez voir, c'est des voix qu'on n'imagine pas. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On entend ça? Écoutez, bon, OK, parfait. Bon, je vais... Alors voilà ce qui conclut ce 7e épisode. Vous avez sûrement remarqué que moi et Mathieu, on n'a pas fait de conclusion. Après cette chose extraordinaire, c'est pour ça, on était ben trop énervés. Cet extrait de Louis Fréchette, première fois qu'on entend ça, waouh, c'est un privilège à la balado, vraiment. J'en reviens pas encore, c'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps de terminer ça. Parce que là, les enfants de Mathieu sont revenus, en tout cas parce qu'on était chez lui, fait quoi, on a comme oublié de faire une conclusion. Alors, je remercie Mathieu pour sa chronique et pour cette exclusivité. Je ne sais pas trop comment le nommer, mais je dois dire que je vais le réécouter parce que c'est évidemment, ça fait plus de 100 ans que ça a été enregistré. On n'entend pas bien les vers du poème. Il faut vraiment prêter l'oreille. Je vais le réécouter avec des bons écouteurs, mais waouh! Vraiment. Alors, quelle trouvaille. Je suis bouche bée. Vraiment. Sinon, merci à tous ceux qui continuent de m'écrire. D'ailleurs, vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai parlé de Cyril Lepage et j'ai fait un petit mash-up de la chanson Marie-Lou. Eh bien, il y a un auditeur, Ulysse, que je salue, qui m'a écrit cette semaine pour me dire que lui aussi, c'était sa chanson favorite de Plume, qui est allé le voir en spectacle à Québec et qui ne savait pas que c'était une reprise, Marie-Lou, et qui
pendant le show de Plume à Québec, a su que M. Cyril Lepage était décédé l'an dernier de la COVID. Alors, je voulais le mentionner parce qu'au début de la présentation de cette chanson-là, je dis que je ne sais pas trop où il est rendu, que je l'ai peut-être trouvé sur Facebook, et voilà. Donc, c'est Plume qui l'a dit sur scène, que M. Cyril Lepage était décédé. Donc, ça met encore plus de valeur sur le vinyle que j'ai trouvé, que je vais réécouter avec une oreille plus attentive. Un petit mot sur la campagne. Si vous avez été donateur l'année dernière, vous avez reçu cette semaine un courriel de sollicitation pour votre support financier à ce projet. Et je veux remercier tous ceux qui ont répondu à l'appel. Vous êtes plusieurs dizaines. On est maintenant, attendez que je vérifie, à 65% de l'objectif. On est en avance sur l'an dernier. Donc, merci de supporter le projet. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez sur lefredsavard.com. Il y a tous les détails. Deux choses. Les dons mensuels, pour certaines personnes, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas sur PayPal. Alors, allez-y d'un don unique annuel au lieu d'en faire un don mensuel. Autre chose, quand vous recevez une confirmation du don, là, faites pas le saut. C'est effectivement le numéro d'entreprise de la balado parce qu'elle est incorporée. Elle paie des impôts au fédéral et au provincial. Alors, c'est le 94 08 45 55. Là, ne vous surprenez pas. Il y a quelques personnes qui m'ont écrit pour me dire « Hey, j'espère que j'ai donné à la bonne place. Je reçois ça. » Puis là, ils m'envoient une capture d'écran d'une compagnie à numéro. Et oui, elle a un autre nom aussi, mais je ne suis pas capable de le changer dans PayPal et dans Stripe. En fait, je pense que je peux pas. Là, c'est vraiment... Mais sinon, c'est les balados Fred Savard Incorporé ou LBFS Incorporé qui a été enregistré aussi. Mais quand vous faites un don, là, c'est le numéro. Alors, c'est pas très chaleureux, mais sachez que vous donnez à la bonne place. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas encore fait leur participation financière, je vous invite à le faire sur lefredsavard.com. On va terminer en musique, comme on le fait tout le temps. Salutations cette semaine, j'ai croisé des fans de la balado à un spectacle d'un groupe qui s'appelle Russian Circles et je vais vous offrir une chanson. Je vous avertis tout de suite, là, je vais faire un traumavertissement. C'est de la grosse musique, c'est du métal, mais c'est du métal instrumental et je trouve que Russian Circle, qui est un groupe de Chicago formé en 2004, c'est un trio instrumental, donc il n'y a pas de chant. Et souvent dans le métal, le chant peut être un peu que ça... pour ceux qui n'aiment pas ça, ou qui n'aiment pas les voix de falsetto. On a comme les deux extrêmes. Puis là, je trouve que le fait que ce soit instrumental, le fait que ce soit, oui, lourd, élevé, mais aussi lumineux, avec des passages qui sont plus doux, je trouve que c'est une bonne introduction à la musique métal, Russian Circles. C'est leur 8e album qui est sorti en 2022, l'album Gnosis. C'est la première fois que moi je les voyais. C'était un très, très, très bon spectacle. Ça faisait du bien de se faire blaster de la musique. Et je vous offre donc une chanson tirée, non pas de leur dernier album, mais du deuxième album, Station, sorti en 2008. C'est là, moi, que je les ai découverts en 2008 avec cet album-là. C'est la pièce Harper Lewis. Harper Lewis, qui, à ma connaissance, est un auteur de romans érotiques. Je ne sais pas si c'est un hommage, puisqu'il n'y a pas de paroles. On va donc terminer en musique. Russian Circles, Harper Lewis, et on se retrouve la semaine prochaine.